Alors là, elle dit qu'il aurait tenté de l'embrasser. La version d'Eddie est très simple, c'est lui a dit « retourne à ta place. Je ne veux pas être filmé, puisque les caméras viennent à peu près toutes les heures, toutes les 2 heures. Je ne veux pas qu'il y ait une image où on me voit à côté d'une femme. » Après 4 heures d'audition, le candidat de Koh Lanta est ressorti libre. Les autres témoins confirmeraient ses dires, selon son avocat. Vous êtes placé en garde à vue s'il existe des soupçons que vous ayez commis une infraction. À partir du moment où vous ressortez libre, après une seule audition de quelques heures, sans la moindre poursuite, sans la moindre convocation, c'est que les policiers estiment qu'il n'existe plus aucun soupçon à votre encontre. De son côté, la plaignante maintient, elle, sa version des faits. Son père, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, assure faire confiance à la justice. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. En attendant le résultat de l'enquête, le tournage de Koh Lanta a été annulé par la société de production. Sage décision selon son présentateur. Dès que j'ai été prévenu de la situation, au petit matin du 5e jour, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. Il était en effet impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça évidemment sans prendre position sur les faits. La 19e saison de Koh Lanta devait être diffusée en septembre. Selon la chaîne, l'émission phare de télé-réalité reviendra prochainement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni à New York. Ce soir, réunion d'urgence au lendemain de la journée sanglante dans la bande de Gaza. Des manifestations ont également lieu et à nouveau lieu ce soir à la frontière avec Israël. Juliette Andrieux. Une minute de silence pour les manifestants tués hier à Gaza, près de 60 Palestiniens. Après cette nouvelle escalade de violence, la communauté internationale s'est réunie en urgence. Les condamnations pleuvent contre Israël. Seuls les États-Unis leur ont apporté leur soutien. Ceux qui suggèrent que la violence à Gaza a quelque chose à voir avec l'emplacement de l'ambassade américaine se trompent lourdement. Au contraire, la violence vient de ceux qui rejettent l'existence de l'État d'Israël. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec Benyamin Netanyahou, appelant au dialogue avec les Palestiniens. La France reste opposée à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem a vocation à devenir la capitale de 2 États au terme d'un règlement négocié. Nous avons un désaccord sur la méthode, parce que les États-Unis ont décidé d'agir d'une manière unilatérale, vous l'avez noté. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, se sont dit favorables à une enquête sur ces violences. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Benyamin Netanyahou d'avoir du sang palestinien sur les mains et a demandé à son ambassadeur en Israël de quitter temporairement le pays. Suite de Grand Angle, dans un instant, nous ferons un point sur l'affaire Koh Lanta, annulation de l'émission phare de TF1 après une plainte pour agression sexuelle sur le tournage. On connaît la version de la plaignante. L'avocat du mis en cause était sur BFM TV, lui, ce soir. On en reparle dans un instant. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Avec Fleury Michon, vous allez changer de point de vue sur la salade. Fraîche. Gourmande. Croquante. Votre salade jar par Fleury Michon prend de la hauteur au rayon frais. 6 nouvelles recettes vertigineuses. Fleury Michon, aidez les hommes à manger mieux chaque jour. À toi, dont l'excentricité déplaît à ce monde conformiste. À toi qui es passé à côté de tes rêves. À vous tous qui avez aussi droit au meilleur café. Un nouveau monde s'ouvre à vous. Nespresso présente Vertuo, une technologie toutes les tailles de café. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Running, 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 running from myself no more. Together we win it all. Gabriel Chanel.
nouveau parfum. On est vite un peu perdu sans mobile. Orange vous prête un mobile en 24 heures en cas de casse, de perte ou de vol. Orange. C'est juste un logo. Mais bientôt, ce logo va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Et nous pourrons comparer. Parce que notre alimentation a un impact sur notre santé et que nous voulons plus de transparence, pouvoirs publics, consommateurs, fabricants et distributeurs ont créé le Nutri-Score. Avec le Nutri-Score, c'est plus facile de manger mieux. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Le café des petits producteurs Malongo, issu du commerce équitable, protège la Tierra Madre. À travers un savoir-faire unique et la passion d'un métier. Nous respectons ce travail qui leur permet de vivre avec un revenu minimum garanti. C'est ça le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez Grand Angle, il est 22h30 et voici le sommaire de votre émission. Nous reviendrons sur l'enquête après l'arrêt de Koh Lanta. Le candidat accusé d'agression sexuelle par une autre participante a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Son avocat a été invité de BFM TV ce soir. Vous entendrez également dans cette émission le témoignage de François. Samedi soir dernier, ce policier était de service. Il s'est retrouvé avec 2 collègues face aux terroristes qui venaient juste de tuer un jeune homme. Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au lendemain des violences à Gaza. 60 Palestiniens tués par l'armée israélienne. Nous trouverons Cédric Fesch qui est en direct de New York. Et puis samedi, le prince Harry va épouser l'actrice Meghan Markle. Ce sera à Windsor. Édition spéciale d'ailleurs à suivre sur BFM TV dès 6h. Tout à l'heure à 22h45, retour sur l'itinéraire de l'enfant terrible de la famille royale anglaise. Il refoulait le décès de sa mère. Il ne voulait pas du tout en parler. C'est pour ça qu'il a pris un mauvais chemin. L'affaire Koh Lanta, 22h30 pour commencer votre émission. Le tournage de l'émission TF1 a été interrompu suite à une agression sexuelle présumée sur une candidate. La garde à vue du suspect a été levée à l'issue de son audition. On fait le point avec Lisa Adef. Que s'est-il vraiment passé au 4e jour de tournage de l'émission Koh Lanta? Alors que les caméras sont éteintes, la candidate Candide Renard appelle les équipes de production avec un talkie-walkie et fait état d'une agression. Elle raconte que les candidats dormaient à même le sol et que son agresseur présumé, Eddie, avait pris l'habitude de s'allonger entre les filles pour les réchauffer. Des propos que l'avocat d'Eddie réfute fermement. Eddie avait dit clairement à tout le monde que lui ne voulait pas dormir à côté d'une fille.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne voulait pas que sa femme, ses proches puissent dire « Eddie dort entre deux filles ». Pourtant, devant les enquêteurs, Candide Renard affirme avoir été réveillé dans la nuit alors qu'Eddie était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. Elle l'aurait repoussé à plusieurs reprises avant de quitter l'abri où le groupe passait la nuit. Est-ce que c'est Eddie qui est venu sur vous? Réponse non. Je me suis levé parce que j'avais quelque chose à faire dans la nuit et quand je suis revenu, je me suis mis contre Eddie. Ces allégations ont valu 4 heures d'audition à son agresseur présumé. 4 heures durant lesquelles il nie les faits. Eddie sort libre. À partir du moment où vous ressortez libre, c'est que les policiers estiment qu'il n'existe plus aucun soupçon à votre encontre. De son côté, Candide Renard, la plaignante, maintient sa version. Son avocat déclare qu'elle ne cédera à aucune pression. De telles méthodes visant à déstabiliser une plaignante dénonçant des faits aussi graves à un stade aussi préliminaire d'une enquête sont proprement inadmissibles et ne seront pas tolérées. Le père de la plaignante, Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, fait confiance à la justice. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. Avant d'ajouter que le match ne fait que commencer. Pour la première fois, François raconte ce qu'il a vécu samedi soir dernier. Ce policier de 41 ans se trouvait dans le quartier de l'Opéra à Paris. Avec 2 collègues, il a fait face aux terroristes qui venaient juste de tuer un jeune homme et de blesser 4 personnes. Graziella Rodriguez avec Sarah Lou Cohen et François Pitrel. C'est la première fois que François revient sur les lieux de l'attaque. Un quartier que ce policier expérimenté connaît bien pour y patrouiller tous les jours. Pas d'appréhension particulière, mais des souvenirs très précis. La densité de la foule massée sur les trottoirs en ce samedi soir. Et ce moment où, avec ses 2 collègues, il s'est retrouvé face à Khamzat Asimov, le terroriste. Au départ, il nous tourne le dos. Et à un moment donné, il se retourne, il nous voit. Et là, il marche vers nous, donc d'un pas déterminé. Donc en criant je vais vous planter, tire. Donc moi j'avais déjà le taser en main. Comme le veut le protocole d'intervention, François utilise en priorité le pistolet à impulsion électrique quand le terroriste est suffisamment proche, à environ 4 mètres. Mais le taser se révèle inefficace à 2 reprises. Un de mes collègues comprend tout de suite que ça commence à être dangereux, donc il sort son arme. Tout ça, ça se passe en 10-20 secondes, même pas. Et là, mon collègue déclenche 2 tirs. La première balle se loge près du cœur. La deuxième balle termine sa course dans la vitrine de ce restaurant, heureusement fermé. Quand j'ai vu son comportement, pour moi, c'était un déséquilibré. C'est après qu'on comprend effectivement, que c'était un terroriste. Âgé de 29 ans, le policier qui a tiré est soudain pris de doute. Car à ce moment-là, les 3 policiers ignorent encore tout de leur agresseur. François tente alors de le rassurer. T'avais pas le choix, c'était toi ou lui, donc t'étais en légitime défense, il n'y a pas de problème, donc calme-toi. De quoi on prend conscience? Qu'il aurait pu avoir un carnage, qu'il aurait pu continuer. François veut retourner sur le terrain sans attendre. Ses collègues espèrent que les 3 policiers seront décorés de l'Ordre national du mérite. Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au lendemain des violences à la frontière entre Gaza et Israël. 60 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Bonsoir Cédric Fesch. Cédric, vous êtes le correspondant de BFM TV à New York. Les États-Unis continuent de dérouler le même discours ces dernières 24 heures, quoi qu'il se soit passé à Gaza. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dialogue semble impossible à l'ONU. Vous savez, quand le représentant palestinien a pris la parole tout à l'heure, comme tous ses homologues au Conseil de sécurité, l'ambassadrice américaine s'est levée et elle a quitté l'Assemblée, ce qui est rarissime dans cette enceinte qui est conçue pour que les pays se parlent, quels que soient leurs différends. Nikki Haley avait déclaré un peu plus tôt qu'aucun pays des Nations Unies n'aurait agi avec autant de retenue qu'Israël hier à Gaza. Et pour le ministre des Affaires étrangères américain, le Hamas a intentionnellement et cyniquement provoqué cette réponse et Israël a le droit de se défendre. La majorité de la communauté internationale reconnaît bien sûr à Israël le droit de se défendre, mais comme la France, je cite, condamne les violences disproportionnées des forces armées israéliennes qui ont tiré à balles réelles et réclame une enquête. La France demande dans le même temps aux manifestants palestiniens d'éviter tout débordement et je cite, met en garde ceux comme le Hamas qui chercheraient à instrumentaliser ces manifestations et menacer la sécurité d'Israël. C'est en fait une guerre de tranchées à l'ONU où chacun reste sur ses positions. Israël, soutenu par les États-Unis, estime
estime normal d'avoir tiré à balles réelles sur la foule qui s'approchait de sa frontière et estime légitime que Jérusalem soit reconnue comme capitale par les États-Unis. La communauté internationale, elle, regrette que les Américains aient rompu le consensus qui veut qu'il n'y ait pas d'ambassade à Jérusalem tant que le partage de la ville sainte n'est pas réglé. Et elle déplore aussi la violence de l'armée israélienne, même si elle n'est pas dupe du rôle du Hamas derrière les foules de Palestiniens. Merci beaucoup Cédric. Cédric Fesch, correspondant BFM TV à New York. Bonsoir François Durper, bienvenue Grand Angle. Bonsoir Vincent Lemire, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de Jérusalem. Vous avez écrit Jérusalem, histoire d'une ville-monde chez Flammarion. Tout d'abord Vincent Lemire, comment expliquez-vous qu'hier il y a eu 60 morts, enfin 55, et aujourd'hui il y a eu des victimes, mais la situation soit vraiment retombée aujourd'hui? Non, c'était absolument prévisible. Hein. J'étais à l'antenne hier soir, ce matin, etc. On savait que 60 morts, il faut enterrer les morts. Il faut soigner les blessés. Les hôpitaux de Gaza sont absolument saturés depuis hier. 1500 blessés graves, hein, aux jambes, au thorax, etc. Voilà, aujourd'hui c'était une journée de deuil. On savait qu'il y aurait très peu de manifestations. Par ailleurs, les manifestations étaient appelées plus tard, vers 15-16 heures. Hier, c'était vers 10-11 heures. Non, le point culminant, c'était hier, c'est certain. La population civile de Gaza, j'allais dire, ne peut pas se permettre 2 jours de suite ce genre de journée. Encore une fois, 60 morts, mais il ne faut pas oublier les blessés graves, hein, 1500 blessés. François Durper, ce que les alliés des États-Unis découvrent, c'est une nouvelle façon de faire de la diplomatie. Ce que nous décrit ce soir Cédric Fesch de la part de Nikki Haley, qui est la voix de Donald Trump dans cette assemblée, c'est nouveau. C'est ce que Donald Trump et son entourage appellent la bold diplomatie, la diplomatie courageuse par rapport à la soft diplomatie des Européens, la diplomatie trop molle. Et donc ces deux stratégies. Alors vous savez, aux États-Unis, la politique étrangère a fait l'objet d'un vrai débat. Mais là, le débat, c'est pas est-ce que Donald Trump a raison ou tort. C'est beaucoup plus est-ce qu'il a du sang sur les mains ou non. Alors évidemment, du côté des détracteurs de Donald Trump, eh bien on dit mais est-ce qu'on peut sérieusement penser que sans l'ensemble de la séquence, c'est-à-dire je déchire l'accord avec l'Iran et le transfert de l'ambassade à Jérusalem, est-ce que sans cette séquence, il y a les morts, les 60 morts dont on parlait? Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a ceux qui disent non, c'est le Hamas qui a du sang sur les mains, président américain. Au contraire, il y a un double récit. Il y a le récit de la promesse tenue. Ça faisait 22 ans que les présidents américains disaient « nous allons déplacer l'ambassade à Jérusalem » et qu'ils ne l'avaient pas fait. Et puis il y a le récit de la puissance américaine retrouvée « Make America Great Again ». Et là, dans l'entourage de Trump, l'idée c'est qu'on permet de montrer que les États-Unis sont de retour et c'est pas une guerre pour les États-Unis, c'est une menace qui est lointaine. L'Américain de la rue, l'électeur de Donald Trump, il ne se dit pas ma vie est menacée demain. C'est pas l'Irak, c'est pas une guerre immédiate, c'est pas aussi une menace d'invasion. Justement, mais très loin des États-Unis, très loin de l'Assemblée nationale, hein, où aujourd'hui Jean-Yves Le Drian appelle à une solution où Jérusalem est la capitale de 2 États, dans une solution négociée. Il y a des gens qui meurent. Enfin, il y a des attentats d'un côté, il y a l'armée israélienne qui bombarde et qui tire de l'autre. On a la sensation, Vincent Lemire, que la situation est qu'elle est complètement bloquée, plus qu'elle ne l'a beaucoup pété ces dernières années, non? Oui, je dirais que la situation est bloquée depuis plusieurs années. Là, elle est incontrôlable, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression d'une situation statique et bloquée. J'ai l'impression plutôt que les portes de l'enfer sont ouvertes, excusez-moi de cette expression, et qu'on ne sait pas où on va. Et la grande différence avec ces dernières années, avec ces 20 dernières années, c'est que Netanyahou est là depuis quasiment 20 ans. Hein. C'est que dans son premier mandat, il avait face à lui Bill Clinton, qui le freinait un peu. Deuxième mandat, Obama, qui le freinait un peu plus. Et là, il a Trump. Et donc, en fait, c'est une expression que j'ai utilisée, mais que je réutilise parce que j'en vois pas d'autres. J'ai l'impression de voir 2 alcooliques qui se resservent des verres et qui s'auto-entretiennent dans une espèce de surenchère et de passage à l'acte. Si Trump avait voulu cocher sa promesse électorale, parce que véritablement c'est son agenda, hein, il pouvait très bien dire « j'ouvre une ambassade à Jérusalem-Ouest et j'en ouvre une autre à Jérusalem-Est pour le futur État palestinien ». Et puis si ce n'était pas une ambassade, c'était un haut représentant auprès de l'autorité palestinienne. Donc il y avait d'autres moyens de faire. Et puis il aurait pu aussi choisir un autre moment pour inaugurer cette ambassade. Il l'a annoncé le 6 décembre, il n'était pas obligé de l'inaugurer le 14 mai. Et là, il y a eu une déclaration de l'ancien ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, qui est vraiment quelqu'un de calme et de très proche des Israéliens, qui a dit hier, là il y a faute. Il y a une responsabilité factuelle, historique de Donald Trump d'avoir choisi cette surprovocation en inaugurant son ambassade le 14 mai, c'est-à-dire 70e anniversaire de la Nakba, l'expulsion des Palestiniens. Donc je crois qu'il y a effectivement une conjonction
de chronologie. On a Netanyahou et Trump qui ont des problèmes sur le plan intérieur et qui sont donc dans la surenchère et dans qui construisent leurs ennemis et qui s'auto-entretiennent là-dedans. Et puis on a ce moment, mais ce rendez-vous, il était prévu, programmé. On savait depuis 6 semaines que ce 14-15 mai serait une séquence terrible. À ce point-là, peut-être pas. Et effectivement, là, il y a la question des règles d'engagement de l'armée israélienne. Qu'est-ce qui s'est passé samedi, dimanche pour qu'on arrive à 60 morts, alors que les 5 vendredis précédents, on avait, certes, beaucoup de blessés graves, mais on avait 1 ou 2 morts par jour. Oui, Donald Trump, c'est sa stratégie, on sait, c'est la stratégie du chaos. Stratégie du chaos, ça veut dire qu'il y a deux conceptions. La première conception, c'est que la puissance doit générer de la stabilité. L'autre conception, très différente, c'est celle de Donald Trump. C'est de l'instabilité que va pouvoir émerger des situations nouvelles pour résoudre des crises. Il ne s'agit pas de dire que c'est forcément la vérité, mais c'est en tout cas une vraie stratégie. Regardez la Corée. Je vais détruire la Corée, et qu'est-ce qui va se passer bientôt à Singapour? Peut-être un accord avec la Corée du Nord. Donc il y a cette stratégie de créer précisément du déséquilibre, rompre avec 70 ans de neutralité américaine, ou en tout cas de tentative d'impartialité dans le conflit. C'est à dessein. C'est pas un fou lunatique qui fait n'importe quoi. Ou alors plutôt il le définit comme une stratégie. Et aujourd'hui, évidemment, offrir l'ambassade comme un cadeau sans concession, sans condition, sans contrepartie, ça tranche avec tous les présidents américains qui l'ont précédé. On voit pas bien ce qui peut se passer d'un point de vue diplomatique, Vincent Lemire, lorsque l'ambassadrice américaine aux Nations Unies quitte la pièce, lorsque son homologue palestinien prend la parole. On va rappeler qu'il y a ce double blocus qui pèse sur Gaza, égyptien d'un côté, israélien de l'autre évidemment, qui est une population qui vit là. Quoi que l'on pense du fond, qui pourra amener ces gens à discuter désormais? Bon, la grande question, c'est l'Europe et la France. Mais le problème, c'est que depuis 6 mois, 1 an, dès que Trump fait des siennes, on se tourne vers Emmanuel Macron, quoi. Enfin, on se tourne vers l'Europe, et puis comme tout le monde, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, tout le monde dans des situations catastrophiques. Angela Merkel, qui a mis 6 mois à monter son gouvernement, finalement, ça tombe sur Macron, puis en plus, membre permanent du Conseil de sécurité. Effectivement, la France ne peut pas s'occuper de tout, et surtout, la France ne peut pas relever le gant, j'allais dire, enfin remplacer les États-Unis sur tous les sujets, sur le nucléaire iranien, sur l'accord sur le climat et sur le conflit israélo-palestinien. Là, il y a autre chose, c'est qu'il y a une opinion publique française. La déclaration d'Emmanuel Macron hier soir était assez forte, du point de vue du discours. Oui, sauf que, pardon, Vincent Lemire, violences de l'armée israélienne. Ça n'a pas empêché Donald Trump, devant Emmanuel Macron aux États-Unis, de dire que l'accord sur le nucléaire iranien n'était pas bon, même si Macron lui disait de ne pas le faire. Et de l'envoyer valser. Et aujourd'hui, on voit mal même comment l'Europe peut faire pression sur Donald Trump. Mais Emmanuel Macron n'a pas la main. Il le sait. Une de ses grandes qualités, c'est qu'il évalue les rapports de force généralement de façon assez juste. Il sait qu'il n'a pas la main. Ce que peut faire la France, c'est ce qu'elle fait au Conseil de sécurité depuis le mois de décembre, c'est-à-dire essayer de maçonner, j'allais dire, enfin reconstruire un consensus international, isoler les États-Unis autant que possible, en attendant que ça passe et en espérant que Trump fera qu'un mandat. C'est ça la stratégie française. Donald Trump, il peut être raisonné? Alors, Donald Trump, c'est pas la communauté internationale qui va l'effrayer, puisque précisément en faisant cela, cette capitale Jérusalem, les États-Unis, l'ambassade, c'est rompre avec 70 ans de droit international sur le sujet. C'est Jérusalem avec un statut particulier, mais Donald Trump, c'est encore une manière de répondre à sa promesse de campagne. Je suis l'Amérique et donc j'agis de manière unilatérale. Vous savez, c'est l'idée du complot onusien contre les intérêts américains. Alors maintenant, ce qu'il espère, il n'espère pas la guerre, Donald Trump, contrairement, et c'est ce que ça provoque, mais il espère que ceux qui se sentiront affaiblis, les Palestiniens, les Iraniens, la Corée du Nord hier, vont aller à la table de négociation avec Donald Trump qui pourra signer de nouveaux accords, cette fois favorables aux États-Unis, le pense-t-il. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Grand Angle ce soir sur BFM TV. On va complètement changer de sujet sans transition aucune, retrouver peut-être un peu de sourire. Il était jusqu'ici l'enfant terrible de la famille royale d'Angleterre. Le prince Harry va épouser Meghan Markle samedi, ce sera à Windsor, 7 ans après le fastueux mariage de son frère, le prince William, avec Kate Middleton. Revenons maintenant sur l'itinéraire de celui qui a longtemps été surnommé Dirty Harry. Grand Angle, reportage, Natacha Rios, Arnaud Fora et Alexandre Funel.
C'est un sommet sous haute sécurité. Derrière ces barrières, des dizaines de chefs d'État du Commonwealth sont attendus. En tête de cortège, 2 invités de marque, le prince Harry et sa future épouse Meghan Markle. Camille et Pauline sont encore fébriles. Ces 2 jeunes Belges viennent tout juste d'apercevoir le prince britannique dans sa berline. Depuis qu'on est petite, on a toujours rêvé de par hasard de le croiser. C'est toujours été notre ami idéal, celui qu'on allait épouser, celui que nos mères rêvaient qu'on épouse. À l'intérieur, le couple princier vient participer à un sommet sur le droit des femmes. À 33 ans, avec Meghan Markle à ses côtés, le prince Harry semble avoir trouvé la voie de la sagesse. Un vrai renouveau pour celui qui a longtemps été l'enfant terrible de la monarchie britannique, le bad boy de la famille royale. Sa venue au monde s'est faite sous les hurrahs, dans les bras de sa mère, 22 heures seulement après sa naissance. Le prince Harry a 2 ans de moins que son frère aîné William. C'est le petit dernier, et très vite, il noue une relation fusionnelle avec Lady Diana. C'était un enfant très drôle, très charmant et très tactile. Il faisait semblant d'être malade pour manquer l'école et rester à la maison avec sa mère, regarder la télé. Il était très proche de sa mère. Elle s'inquiétait pour lui. Toute l'attention était sur William parce que c'était l'aîné, donc l'héritier. Et Harry était un peu laissé de côté, alors Diana lui a accordé plus d'attention. Le jeune prince doit tenir le rang, mais Lady Diana veut l'éduquer le plus simplement possible, loin du regard des caméras. Une enfance privilégiée, marquée par un premier coup dur. À seulement 8 ans, ses parents se séparent. Le palais de Buckingham a le regret de vous annoncer que le prince et la princesse de Galles se séparent. 5 ans plus tard, un terrible drame marque sa vie à jamais. En voyage à Paris, sa mère décède subitement dans un accident de voiture. William, 15 ans, et Harry, à peine 13 ans, deviennent orphelins. La première fois qu'ils ont réalisé, c'est en marchant derrière le cercueil de leur mère. Parce que les premiers jours, ils étaient à Balmoral en Écosse. Ils vivaient presque normalement. Et je pense que le regret qu'Harry aura toute sa vie, c'est d'avoir pris à la légère la dernière conversation avec Diana. Il était en train de jouer avec ses cousins et il ne s'intéressait pas à sa maman. Il voulait juste s'amuser. Sous le regard du monde entier, Harry doit faire son deuil. Le jeune adolescent s'enferme dans le silence, un mutisme qu'il regrette aujourd'hui. Pour le 20e anniversaire de la mort de Lady Di, il l'évoque face caméra avec son frère. Both of us have always been open to each other, saying, we've never really talked about it. We've never really talked about losing a mum at such a young age. And when you speak to other people's families and little kids and stuff, you think, wow, I don't want them to have to go through the same thing. À l'époque, presque comme si de rien n'était, Harry retourne sur les bancs de l'école. Il intègre même le prestigieux collège d'Eton, 1 an seulement après la mort de sa mère. Il refusait d'en parler. Dès qu'il voyait un reportage télé sur sa mère, il sortait de la pièce. Il avait beaucoup de colère en lui. Il refoulait le décès de sa mère. Il ne voulait pas du tout en parler. C'est pour ça qu'il a pris un mauvais chemin. L'école n'est pas faite pour lui. Dyslexique, il n'est pas au niveau. Ce qu'il préfère, le sport ou le théâtre, mais surtout faire la fête. Adolescent, Harry devient célèbre pour ses excès et fait les choux gras des tabloïds britanniques. Ici pour consommation de cannabis. Là, pour ses aventures en soirée. On voit même le prince nu, en charmante compagnie. Une image lui causera vraiment du tort, celle publiée en 2005 de lui, déguisé en nazi. Harry est allé à un bal costumé, il ne savait pas quoi porter. C'était juste un rebelle, il n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences de ses actions. Quelqu'un avait un téléphone,
Il a pris une photo et l'a vendue aux journaux. C'est vraiment ce qui lui a causé le plus de problèmes dans toute sa vie. Harry entre alors dans l'armée et suit une formation d'officier. 3 ans plus tard, il est envoyé sur le terrain. 3 mois passés en Afghanistan. Au sol, il coordonne les attaques aériennes contre les talibans. Had the chance once, I suppose I've got quite into it. And at the end of the day, if you join the army, you expect to go on operations. I don't want to sit around at Windsor because I just don't like England that much. And you know, it's nice to be away from all the press and the papers and the general shite. Cible privilégiée pour les terroristes, le prince Harry est rapatrié contre son gré en Angleterre. Mais il persiste et passe son diplôme de pilote d'hélicoptère de combat. Il retourne au front en 2012, toujours en Afghanistan. Presumably you have and you will kill the enemy. Yeah, so lots of people have. You know, the squadron's been out here. Everyone's fired a certain amount. We fire when we have to. Take a life to save a life. But essentially, you know, we're more of a deterrent than anything else. Loin des siens, loin de la vie de château, Harry endosse le costume du soldat. Et pour la première fois, il goûte une certaine liberté. De retour de mission, il a comme un déclic. Il était assis à l'arrière d'un avion avec 3 soldats britanniques qui étaient gravement blessés, entre la vie et la mort. Il y avait aussi le cercueil d'un autre soldat, un Danois. Là, il a eu une révélation. Il a pris conscience qu'il avait un rôle important, qu'il pouvait avoir une influence positive. À 30 ans, il décide donc de lancer des Invictus Games, une compétition annuelle pour les blessés de guerre, à l'image des Jeux paralympiques. Le prince Harry redore son blason et pour promouvoir ce tournoi, il fait appel à ses relations internationales. Yeah, from Michelle. Oh, very amusing. So we like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince Harry, remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. Avec son air espiègle et son allure décontractée, le prince Harry devient l'atout charme de la monarchie britannique. Désormais, il donne l'exemple. Aux côtés de la chanteuse Rihanna, il se fait dépister du virus du sida. Il fonde une organisation pour aider les orphelins du Lesotho. Milite contre les mines antipersonnelles en Angola, la même où sa mère s'engageait 20 ans plus tôt. Il aide les gens, c'est naturel. Il ne le fait pas pour plaire, il s'investit vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est très Diana. L'engagement humanitaire, un point commun avec Meghan Markle. Depuis l'été 2016, date de leur rencontre, le prince Harry, célibataire très convoité, est tombé sous le charme de l'actrice américaine. En lui passant la bague au doigt, il laisse entrevoir une nouvelle facette, celle d'un futur père de famille. Le mariage du prince Harry, c'est samedi, édition spéciale à suivre sur BFM TV. Dès 6h, c'est marqué juste là. Dans un instant, reste avec nous, on va revenir sur la condamnation en appel de Jérôme Cahuzac. Elle est plus lourde qu'en première instance, 4 ans de prison au lieu de 3, sauf que cette fois, il y en a 2 avec sursis, ce qui signifie que sa peine est potentiellement aménageable et qu'il n'y aura sans doute pas de prison pour le ministre, l'ancien ministre. Est-ce qu'il y a une justice à 2 vitesses? Est-ce qu'il vaut mieux être un col blanc? Nous en discutons avec nos invités dans un instant. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Demain, finale de la Ligue Europa. Marseille, Atlético Madrid. 25 ans après leur titre, les Marseillais seront-ils à nouveau champions d'Europe? Payet et Thauvin face à Griezmann et Diego Costa. Je vous donne rendez-vous avec nos consultants et nos envoyés spéciaux aux côtés des supporters à 21h30 à la mi-temps, puis à 22h30 dès le coup de sifflet final pour un débrief complet. Marseille en finale, édition spéciale demain sur BFM TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette.
Guerlain, la nouvelle eau de parfum floral. Pourquoi est-ce qu'on garderait toujours les mêmes habitudes? Pourquoi est-ce qu'on se réveillerait toujours au même endroit? Qui a décidé pour nous qu'un week-end, c'était 2 jours et pas plus? On allait toujours promener le chien en bas de l'immeuble, s'habiller comme ses collègues, travailler tout le temps dans un bureau. Et si on changeait d'avis sur un coup de tête? Et si on partait quand on en a envie? Nouveau Skoda Karoq, tracez votre propre chemin. Découvrez-le à partir de 259 € par mois. Problème de store? Appelez Reparstore, trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. Cette brosse est vraiment super. Aussi bien sur cheveux secs que mouillés. Les filles de la maison n'arrêtent pas de se l'arracher. Je vais devoir en acheter au moins une autre. B.A.B.A. facilite chaque jour la vie des jeunes parents. Avec la chaise haute Up and Down, design, modulable d'un simple geste, origine France garantie. Chaise haute Up and Down, 6 hauteurs. B.A.B.A. être parent est un jeu d'enfant. Découvrez aussi notre Transat Up and Down. Chez ArthurImmo.com, 100% des agents immobiliers sont aussi experts immobiliers agréés. Acheter, vendre, louer, expertiser. Faites confiance à notre double compétence. Votre bien mérite notre expertise. ArthurImmo.com, le réseau national immobilier 100% expert. Voici Emma Matelas, le matelas à mémoire de forme le plus primé d'Europe. Convient à tous, seul ou à plusieurs. Ni trop dur, ni trop mou. Toujours adapté. 100 nuits d'essai sans risque. Remboursement garanti. Élu produit de l'année 2018. Emma, le matelas, pour un meilleur sommeil. Commandez en ligne. You keep playing where you shouldn't be playing. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't. La petite robe noire, mon eau de parfum et ma nouvelle eau de parfum légère, Guerlain. Accéder par la mer au trésor de la terre. Ponant. Il était une fois Nathalie, une petite fille heureuse. Elle passait ses vacances à la ferme chez ses grands-parents. À 15 ans, elle a des problèmes de poids. À 35 ans, ça s'accélère pendant 10 ans. Et elle prend 11 kilos l'année dernière. Et puis, il y a 8 mois, Nathalie fait comme j'aime. Devinez combien de kilos elle a perdu? J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Alors profitez d'une semaine gratuite en mangeant de vrais repas. Pas de courses, tout est livré chez vous. Pas de cuisine, c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes. Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Il est bientôt 23h. Tout le plaisir d'un espresso unique avec le robot café DeLonghi qui vous garantira un café fraîchement moulu. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'espresso avec DeLonghi. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Bonsoir, bienvenue, il est 23h, vous regardez Grand Angle. Dans cette demi-heure, vous entendrez le témoignage de François. Ce policier s'est retrouvé face aux terroristes qui venaient de tuer un homme dans le quartier de l'Opéra à Paris. Il a accepté de raconter cette soirée à BFM TV. L'avocat de Jérôme Cahuzac se félicite ce soir de la décision de justice concernant son client. Peine alourdie en appel seulement. Au lieu de 3 ans, il est condamné à 4 ans de prison, mais 2 avec sursis. Avec une conséquence sans doute, une peine aménageable et pas de case prison. Est-ce qu'il y a une justice à 2 vitesses? On posera la question à nos invités. Le candidat de Koh Lanta accusé d'agression sexuelle par une autre participante est sorti libre à l'issue de sa garde à vue. Son avocat était sur BFM TV ce soir. Il estime qu'aucun élément ne permet d'incriminer son client. Vous l'entendrez.
Il était là samedi soir dernier à Paris, non loin de l'Opéra. François est policier. Il s'est trouvé avec 2 collègues confrontés directement aux terroristes. Il raconte cette soirée à BFM TV. Grand angle reportage, Mélanie Bontemps et Mariella Braun. François travaille dans la police depuis presque 10 ans. Il est l'un des 3 agents qui sont intervenus lors de l'attentat samedi soir. Ce policier de 41 ans a accepté de nous mener sur les lieux de l'attaque. Sans montrer son visage, il va nous raconter son face-à-face avec le terroriste. Ça se passe là, ici, on y est. Ça se passe juste là. Après, on réalise quoi. On réalise que ça aurait pu être plus grave. Une personne est morte, 4 autres blessés. En tout, l'intervention de François et de ses collègues aura duré moins de 10 minutes. Une soirée qu'il n'oubliera jamais. Ce samedi soir, François est en patrouille avec 2 collègues de police secours près de l'Opéra, un quartier fréquenté de la capitale. À 20h40, il reçoit un appel. Le message, c'était une victime, une agression au couteau, à l'arme blanche. Une victime, les pompiers sont sur place. On va sur une agression classique. On va pas sur un terroriste, hein, ça c'est sûr. François et ses collègues sont à proximité. Ils se dirigent vers la rue Monsigny, dans le 2e arrondissement de Paris. En moins de 4 minutes, l'équipe arrive sur place. On met pied à terre, hein. On aperçoit l'auteur qui est à hauteur du passage piéton qu'on peut voir là-bas. Donc, comment il est et quel est le climat dans la rue? Il a les cheveux mi-longs, le teint plutôt clair, une barbe de 3 cm on va dire. Les gens crient, hein, il est là, c'est lui. À quelques pas de là, le mouvement de panique est filmé par une riveraine. Un homme est à terre, immobile. Alors que les pompiers prodiguent les premiers secours aux victimes, François tente d'arrêter l'assaillant. Au départ, on ne voit pas le couteau, puisqu'il le dissimule sous sa veste. Il marche vers nous, donc d'un pas déterminé. Hein. Donc en criant je vais vous planter, tire. On lui donne les injonctions donc, de lâcher son arme et de plus bouger, ce qu'il ne fait pas. La distance du taser, c'est 3 mètres à peu près, donc on est obligé de le laisser s'approcher. Et donc quand il arrive sur moi à peu près à 4-5 mètres, là je déclenche le tir. Une première réponse avec une arme non létale, comme le veut la procédure. François vise le terroriste à 2 reprises, sans succès. Le taser n'a pas fonctionné. Un de mes collègues donc, comprend tout de suite que ça commence à être dangereux. Donc il sort son arme et il comprend que j'ai plus de cartouches. Et l'auteur, lui, pendant ce temps-là, était toujours en train de s'avancer vers lui. Hein. Tout ça, c'est vraiment, ça se passe en 10-20 secondes, même pas. Hein. Il touche mon collègue au niveau du torse. Donc, et mon collègue, là, il riposte et il tire. Rattrapé par le terroriste, le collègue de François le touche une première fois avec son arme à feu. Une seconde balle se perd dans la vitrine de ce restaurant. L'assaillant est blessé, mais toujours debout. L'individu qui n'est pas tombé a continué sa course sur mon collègue. Ils tombent tous les 2, il emporte mon collègue donc, au sol. Il arrive à se relever, il fait quelques pas en titubant. Et là, il tombe sur le dos. Et donc après, il convulse un petit peu et je comprends, là, il ne bougera plus. Téléphone à la main, un témoin s'approche lentement du lieu de l'intervention. Des renforts bouclent désormais la rue. On aperçoit l'assaillant au sol. La priorité est désormais de s'occuper des blessés. C'est seulement là que François réalise qu'il vient d'affronter un terroriste. On a compris aussi que le fait qu'il revienne vers nous, qu'on était des cibles pour lui, des cibles, j'ai envie de dire de choix, quoi. Et on comprend que c'était un acte suicidaire en fait. Qu'il voulait mourir en martyr, quoi. Un choc pour François, mais aussi pour son collègue qui a tué l'assaillant. Son angoisse, c'était est-ce qu'il a bien fait, c'est ça quoi, est-ce qu'il a bien fait. Donc moi j'ai été le rassurer, je lui ai dit t'avais pas le choix, il était obligé de tirer. Sinon c'était lui. C'est sûr qu'il y a un avant et après, hein, mais je retournerai sur le terrain, je reprendrai mon activité comme avant.
François est pour l'instant en arrêt. Ses collègues souhaitent que son équipe soit décorée de l'Ordre national du mérite. La peine de Jérôme Cahuzac alourdie en appel aujourd'hui, de 3 ans de prison, il est condamné à 4 ans, sauf que il y a 2 ans avec sursis, ce qui signifie 2 ans ferme et donc un possible aménagement de peine. À ça, il faut ajouter 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité confirmée aujourd'hui. Jérôme Cahuzac qui n'ira sans doute pas en prison, c'est désormais au juge d'application des peines d'en décider. Nous sommes avec Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno. Bonsoir Guillaume Tabar du Figaro, bienvenue. Bonsoir Eric Alt, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes magistrat et vice-président d'Anticor. Eric Alt, les avocats de Jérôme Cahuzac, ils affirment ce soir que cette décision est juste parce qu'elle prend toutes les données en compte. Malgré tout, la question qu'on se pose, c'est: n'y a-t-il pas une justice un peu à 2 vitesses? Et ne favorise-t-on pas les crimes en col blanc, pour reprendre cette fameuse expression? Il n'y a pas de peine juste en soi. Il y a un équilibre toujours difficile à réaliser entre la nécessité de sanctionner une infraction, et dans cette affaire une infraction emblématique, et la nécessité de prendre en considération la personnalité du prévenu. Donc il y a une réponse de première instance, il y a une autre réponse de la Cour d'appel, peut-être influencée par le fait qu'il y a une expertise psychiatrique qui a fait ressortir le côté un peu humain derrière l'arrogance de Jérôme Cahuzac, et nous avons cette décision qui aujourd'hui va s'imposer. Vous portez quel jugement, quel regard en tout cas Guillaume Tabar sur ce qui s'est passé aujourd'hui? D'abord, c'est l'appréciation des juges. Il faut quand même préciser, vous venez de le faire, que c'est le juge d'application des peines qui décidera ou non de le dispenser d'incarcération. Donc c'est pas automatique, ça reste l'appréciation et c'est normal que ce soit les juges qui décident de ce que soit décidé. C'est un usage. En France, pour une peine de moins de 2 ans, je parle sous votre contrôle, on ne va pas en prison. Oui, mais c'est un usage qui ne vaut pas uniquement pour le seul Jérôme Cahuzac. Il faut quand même préciser que cette disposition-là, on peut la critiquer, on peut la contester, mais elle n'est pas quelque chose de taillé sur mesure pour Jérôme Cahuzac. Elle est simplement la règle commune en cas de peine n'excédant pas 2 ans de prison ferme. Et dans le cadre de Jérôme Cahuzac, je crois qu'il faut quand même distinguer la sanction politique, qui était nécessaire, justifiée, qui s'imposait après non seulement cette fraude fiscale, mais ce mensonge public devant le président de la République et devant les Français qu'il avait fait, qui a mérité sa sanction, donc qui est au-delà des 5 ans d'inéligibilité qu'il a. Maintenant, sa carrière politique, elle est, et c'est légitime, entièrement derrière lui. Donc ça, il a payé, et au prix fort, sur le plan politique, sa faute pénale et sa faute morale aussi. Ensuite, en termes de jugement rendu par la justice, je crois qu'il y a cette libre appréciation et que, bien sûr qu'il ne faut pas de passe-droit, de traitement de faveur, mais il n'y avait pas non plus de raison de lui imposer un traitement qui aurait pu être aussi épargné à d'autres prévenus. Bruno Jeudi. Moi, je crois que la peine, d'abord, il faut dire qu'elle n'est pas légère, parce que finalement, au global, elle est alourdie, 4 ans, et dont 2 ans ferme, vous l'avez dit, 300 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans. Donc, elle n'est pas légère. Après, moi, je crois qu'il sera dispensé de peine. Le risque de récidive, c'est quand même assez mince. Le risque de fuite à l'étranger est assez mince. Et globalement, c'est plutôt quelqu'un... En plus, on a entendu son avocat ce soir expliquer qu'il voulait essayer de retrouver une activité dans son secteur, c'est-à-dire la médecine, s'il peut s'installer, puisqu'il habite en Corse. Donc, à mon avis, il sera dispensé de peine. C'est pas une dispense de peine, c'est une semi-liberté ou semi-liberté, un aménagement de peine. Après, moi, je crois quand même, c'est vrai que Guillaume a raison. Est-ce qu'il fallait le condamner à plus? Bon, voilà, la justice, il est au maximum. Il est pratiquement dans la fourchette haute de ce qu'on peut avoir en matière de fraude fiscale. Maintenant, c'est toujours voilà. Maintenant, c'est toujours la même question. C'est l'opinion se dit, mais bon, alors finalement, les politiques, en gros, ils échappent à la prison. C'est vrai quand on regarde sur les 30 dernières années. Sur les faits importants comme ça, affaires spectaculaires, il y en a 5 qu'on fait de la prison. De 4 jours pour DSK, dans les conditions qu'on connaît, à grosso modo 29 mois pour Alain Carignon dans les années 90. Il y en a très peu quand on fait, c'est vrai. Donc du coup, il y a ce sentiment que les politiques s'en sortent toujours, alors que pour le coup, Cahuzac, c'était quand même très spectaculaire. On a encore entendu François Hollande ce soir faire part de son amertume, de ses regrets. C'est ça la difficulté, je me tourne vers Eric Alt, c'est ça la difficulté pour la justice. Et ensuite, pour le politique, parce que les gens regardent cette décision ce soir, sans doute que beaucoup se posent la question que vient de verbaliser Bruno Jeudi.
C'est un ancien ministre et il passe un peu à travers, même si la sanction existe. Je comprends, et dans d'autres pays, la sanction est plus importante. En Allemagne, au Royaume-Uni, Denis McShane, ancien ministre et commissaire européen, a été sanctionné pour une fraude de 12 000 livres à 6 mois de prison. Il en a fait une partie. Donc c'est une culture qui évolue, mais je crois aussi qu'en France, la fraude fiscale n'est plus un sport national. Il y a une préoccupation et que ce type de sanction, même si on est privé du symbole de la prison, mais c'est quand même une sanction importante. On ne peut pas dire qu'une sanction placement sur bracelet électronique, c'est quelque chose qui n'est pas une contrainte. Si, c'est une contrainte, on n'a pas ce symbole. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Vous parlez, Erical, de nos voisins européens. Vous parlez du Royaume-Uni, de l'Allemagne. Bon, on ne parle même pas de l'Islande, de la Suède, du Danemark. J'ai les exemples là sous les yeux. Tout à fait. Ces cas emblématiques, on se souvient, c'était, je crois, en Suède ou en Islande, où on a dû démissionner pour avoir payé une barre de Toblerone avec une carte de crédit. Enfin, on est dans le tout transparence. En France, quand on regarde ça, on a l'impression qu'on est très loin. La culture doit évoluer. Cahuzac, au moins, il laissera ça de positif, que les institutions ont progressé, création du parquet financier, création de la haute autorité de transparence de la vie publique, et puis elles continuent d'ailleurs de progresser. La question se posera du verrou de Bercy. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'un ministre chargé du budget peut empêcher, peut faire obstacle à ce qu'une affaire soit poursuivie par la justice? C'est encore le cas. Je pense que ça devrait cesser d'être le cas bientôt. En tout cas, on attend un rapport parlementaire sur le sujet. Pour l'instant, c'est pas là d'en prendre le chemin, selon les dernières La loi, informations. effectivement, est peu ambitieuse, je le concède, mais le rapport parlementaire, j'attends un peu du rapport parlementaire. Désolé, je pose la question comme ça un peu simplement, mais pourquoi est-ce que la loi n'est pas assez ambitieuse? C'est quoi, c'est des arrangements entre amis, Guillaume Tabar? Non, parce que vous l'avez souligné très bien quand même, la loi, elle évolue. Bon, après, faut bien se dire qu'aucune loi de transparence n'empêchera la fraude. Maintenant, les ministres sont tenus finalement de déclarer leur patrimoine. C'est consultable par tous les citoyens que nous sommes. Mais cette transparence, elle n'empêche personne de frauder. Si la loi décidée après l'affaire Cahuzac avait été décidée avant l'affaire Cahuzac, eh bien Jérôme Cahuzac aurait présenté un patrimoine théorique qu'il aurait publié, qu'on aurait pu consulter. Il n'aurait évidemment pas fait part des comptes en Suisse. Donc vous voyez, c'est pas uniquement une question d'aller plus loin dans la transparence qui permettra de régler le problème. Ce qui a aggravé la situation en fait de Cahuzac, au-delà de la fraude fiscale scandaleuse, surtout avec de la part d'un ministre du budget, c'est le mensonge. Et c'est sans doute le mensonge qui a entraîné ce bannissement médiatique, politique et social, parce que le mensonge était tellement spectaculaire, à la fois devant l'Assemblée, devant le président de la République, qu'il s'est enfoncé et définitivement, à mon avis... et au cours de son premier procès aussi, mais on va le rappeler, et je le répète suffisamment dans cette émission, mentir en France... on ne peut pas le punir, Eric Alt. Le parjure n'est pas sanctionné pénalement. Cela dit, la première instance, et je crois aussi que le jugement d'appel mentionne les circonstances de l'infraction, l'ancrage Jérôme Cahuzac dans la corruption, dans la fraude, pardon, le fait que ça a duré pendant 20 ans, le fait qu'une fois en fonction, il a continué à avoir ce compte à l'étranger. Donc tout ceci entre en ligne de compte dans l'appréciation de la peine. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est cette culture qui progresse. Il progresse aussi sur le plan international. Dire transmission automatique des informations en matière fiscale pour les ressortissants français à l'étranger à partir de 2018. Donc ça, c'est peut-être une mesure qui aurait permis de cerner l'affaire, le cas de Jérôme Cahuzac. Je vais poser la même question que tout à l'heure, mais un peu autrement. Pourquoi est-ce que c'est si long en France, Guillaume Tabar? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite dans le sens de la transparence en France, comme le font l'Islande, qui a été secouée par un grand scandale, qui a réévalué complètement sa politique de ce point de vue-là, ou le Danemark, ou d'autres pays? Je crois qu'on va assez vite, parce qu'on peut dire ça de Vous trouvez qu'on va vite? Oui. Je vois Bruno Jeudi à côté de vous qui fait l'amour. Non, mais je veux dire qu'on parle aujourd'hui des politiques, mais pour toute affaire, que ce soit... il y a quelques jours, on parlait sur les questions de terrorisme, etc. À chaque fois, bien sûr, on a le sentiment d'un décalage entre le cadre légal, la loi, la jurisprudence, etc., et puis les affaires qui sortent. Bon, et d'une certaine manière, moi, ces lenteurs m'inquiètent plus en matière de terrorisme qu'en matière de délits financiers, même s'ils sont graves et même s'ils n'appellent aucune complaisance. Alors, je crois quand même que c'est extraordinairement lent, la transparence, et à chaque fois, ça n'a eu lieu qu'à la faveur, hélas, de scandales.
C'est vrai que l'affaire Cahuzac a été un traumatisme tel qu'elle a entraîné la création, enfin l'enrichissement de l'arsenal justement en matière de transparence. Il y a eu plein d'éléments qui ont été créés par la loi de 2013, je crois, 2014, et ça a fait progresser dans le sens de la transparence. C'est vrai que les politiques français et la culture du monde politique, c'est quand même une culture où longtemps on a cherché à se protéger. Il faut le reconnaître. Et le fait est, 5 politiques seulement en 30 ans ont fait de la prison en France. Alors on peut se dire, oh, super par rapport à nos voisins, mais nos voisins, il y en a beaucoup plus. Et franchement, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de débat. Des moutons noirs partout. Et c'est vrai que les hommes politiques, et on ne va pas citer ceux qui ont eu récemment encore des peines où ils ont échappé aussi aux peines de prison ferme ou à des peines aménagées. Pourquoi est-ce qu'il y a ce verrou de Bercy, pour reprendre cette expression? Il sert à quoi en fait, en vérité? Il sert à permettre au ministère du Budget de transiger. D'obtenir... C'est quand même une prérogative un peu royale, presque, j'allais dire. En tout cas, c'est opaque et ce n'est pas satisfaisant du tout de ce point de vue. Et paradoxalement, à part des affaires particulières, particulièrement graves, comme l'affaire Cahuzac, ce sont les affaires les moins importantes qui viennent devant la justice. Moi-même, j'étais magistrat à la 11e chambre qui traitait de ce type de dossier pendant un temps. J'ai vu des petits commerçants qui étaient un peu obsédés par l'idée de ne pas payer l'impôt, ou des gens qui ne pouvaient pas payer dans le cadre d'une transaction. Effectivement, on les envoyait devant la juridiction de jugement. Donc ça, c'est pas du tout satisfaisant. Il va falloir reconsidérer cette logique. J'espère que le rapport parlementaire y contribuera. Pourquoi vous nous disiez tout à l'heure qu'a priori ça ne va pas trop dans ce sens-là, Bruno? C'est-à-dire qu'on a vu, il y a commencé à avoir... a fait des réactions. Voilà, il y a eu des réactions de Gérald Darmanin et il y avait une sénatrice qui avait déposé justement des amendements pour essayer de faire évoluer cette question-là et manifestement le gouvernement ne prend pas le chemin que vous indiquiez à l'instant. Pourtant c'est très ancien monde ça, Guillaume Tabar, comme pratique a priori. Ce gouvernement qui veut balayer cet ancien monde politique. Oui, ben ça, je veux dire qu'un pouvoir exécutif, il cherche toujours aussi à préserver ses prérogatives. Bon. C'est vrai que Bercy en a. Je pense aussi à cette crainte, et ça rejoint aussi tout le débat sur l'évolution de la justice, sur l'indépendance du parquet, etc. Est-il légitime ou non que l'État garde une sorte de moyen de contrôle pour empêcher aussi qu'un pouvoir judiciaire, que l'autorité judiciaire s'érige en pouvoir et en contre-pouvoir. Voilà, il y a une légitimité démocratique conférée par le suffrage universel. Les magistrats n'ont pas cette légitimité-là. Ils ont une autorité qui leur est reconnue et qui suppose l'indépendance dans leur capacité de décision. Mais on n'est pas dans le même niveau. Bon, donc l'État politique est attaché au maintien d'un certain nombre de prérogatives en raison de cette légitimité démocratique qu'il a. Enfin, c'est là qu'il y a une justice à deux vitesses, parce que c'est quand même la seule infraction en matière de fraude fiscale où c'est le ministre qui décide. Pour l'ensemble des autres infractions, c'est le parquet qui est saisi, qui décide de l'opportunité des poursuites. Mais il sautera un jour, sans doute pas encore maintenant, mais il finira par sauter. On a encore un peu de chemin à faire, quoi, messieurs. Ça nous coûte 60 milliards d'euros par an, fraude et évasion fiscale. Et il y a aussi un enjeu dont il faudra se saisir, qui est l'enjeu de l'évasion fiscale, qui n'est pas toujours la fraude, mais qui est un enjeu considérable. Bon, vous reviendrez pour nous en parler. Eric Alt, bientôt. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur Dans Grand Angle sur BFM TV. Parlons maintenant des suites de l'affaire d'agression sexuelle présumée qui a conduit à l'annulation du programme Koh-Lanta. On connaît désormais la version de la candidate, Candice Renard, la plaignante. L'avocat du mis en cause, invité de BFM TV ce soir, affirme qu'aucun élément ne permet d'incriminer son client. On voit ça avec Aymeric Baron. Que s'est-il vraiment passé au soir du 4e jour de tournage de Koh-Lanta? Selon nos informations, Candide Renard a raconté devant les enquêteurs que les candidats dormaient à même le sol dans des abris. Eddie, contre qui elle a porté plainte, se serait montré très entreprenant cette nuit-là. Elle explique que Eddie, il avait l'habitude de se rapprocher des filles la nuit pour, je cite, les réchauffer. Elle dit que la nuit où il s'en est pris à elle, elle se réveille, c'est au beau milieu de la nuit, elle se réveille et il est en train de l'embrasser sur la bouche. Par la suite, il la touche sous ses vêtements. Elle essaie de le repousser à plusieurs reprises, elle repousse sa main. Puis finalement, elle quitte l'abri. Elle va raconter ce qui lui est arrivé à d'autres candidates et à l'équipe de tournage.
Une version contestée par Eddy hier lors de sa garde à vue. Eddy dit, moi j'ai dormi contre la paroi et il y avait Fabien qui était à côté de moi et après il y avait la plaignante. Est-ce que c'est Eddy qui est venu sur vous? Réponse non. Je me suis levé parce que j'avais quelque chose à faire dans la nuit et quand je suis revenu, je me suis mis contre Eddy. Et pourquoi n'avez-vous pas repris votre place? Pas de réponse. Et qu'a fait Eddy? Alors là, elle dit qu'il aurait tenté de l'embrasser. La version d'Eddy est très simple. Il lui a dit, retourne à ta place. Je ne veux pas être filmé, puisque les caméras viennent à peu près toutes les heures, toutes les 2 heures. Je ne veux pas qu'il y ait une image où on me voit à côté d'une femme. Après 4 heures d'audition, le candidat de Koh Lanta est ressorti libre. Les autres témoins confirmeraient ses dires, selon son avocat. Vous êtes placé en garde à vue s'il existe des soupçons que vous ayez commis une infraction. À partir du moment où vous ressortez libre, après une seule audition de quelques heures, sans la moindre poursuite, sans la moindre convocation, c'est que les policiers estiment qu'il n'existe plus aucun soupçon à votre encontre. De son côté, la plaignante maintient, elle, sa version des faits. Son père, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, assure faire confiance à la justice. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. En attendant le résultat de l'enquête, le tournage de Koh Lanta a été annulé par la société de production. Sage décision selon son présentateur. Dès que j'ai été prévenu de la situation au petit matin du 5e jour, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. Il était en effet impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça évidemment sans prendre position sur les faits. La 19e saison de Koh Lanta devait être diffusée en septembre. Selon la chaîne, l'émission phare de télé-réalité reviendra prochainement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni à New York ce soir, réunion d'urgence au lendemain de la journée sanglante dans la bande de Gaza. Des manifestations avaient lieu aujourd'hui à la frontière avec Israël, mais sans commune mesure avec hier. Juliette André. Une minute de silence pour les manifestants tués hier à Gaza, près de 60 Palestiniens. Après cette nouvelle escalade de violence, la communauté internationale s'est réunie en urgence. Les condamnations pleuvent contre Israël. Seuls les États-Unis leur ont apporté leur soutien. Ceux qui suggèrent que la violence à Gaza a quelque chose à voir avec l'emplacement de l'ambassade américaine se trompent lourdement. Au contraire, la violence vient de ceux qui rejettent l'existence de l'État d'Israël. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec Benyamin Netanyahou, appelant au dialogue avec les Palestiniens. La France reste opposée à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem a vocation à devenir la capitale de 2 États au terme d'un règlement négocié. Nous avons un désaccord sur la méthode, parce que les États-Unis ont décidé d'agir de manière unilatérale, vous l'avez noté. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, se sont dits favorables à une enquête sur ces violences. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Benyamin Netanyahou d'avoir du sang palestinien sur les mains et a demandé à son ambassadeur en Israël de quitter temporairement le pays. Dans un instant, vous entendrez le témoignage de François. Ce policier était samedi soir dans le quartier de l'Opéra à Paris. Avec 2 de ses collègues, il a fait face aux terroristes. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. BFM TV, première sur l'info, aussi sur votre mobile. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Avec Fleury Michon, vous allez changer de point de vue sur la salade. Fraîche, gourmande, croquante. Votre salade jarre par Fleury Michon prend de la hauteur au rayon frais. Fleury Michon, aidez les hommes à manger mieux chaque jour. Je t'aime, mon amour. Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur.
Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime. Mauboussin, capsule d'émotion. Si vous aimez vous faire une petite frayeur, avoir des sueurs froides, si vous aimez avoir les pétoches, les chocottes, la frousse, les jetons, bref, si vous aimez vous faire peur, vous allez être déçu. À la Banque Postale, vous n'aurez plus peur de devenir propriétaire. Découvrez la nouvelle garantie revente immobilière de notre assurance habitation. La Banque Postale, banque et citoyenne. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas non plus le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en avec la fibre à 17,99 € par mois pendant un an, puis 32,99 €. Bouygues Télécom. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Let's go adventure in the deep blue sea. Home is with you wherever that may be. Au fil des années, j'ai toujours cherché à révolutionner la technologie des aspirateurs. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. Je t'aime, mon amour. Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime. Mauboussin, capsule d'émotion. Excusez-moi. Ça fait à la hauteur de 2016. Monsieur Préchac, votre voiture gêne sur le parking. Ah, Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. c'est gentil. C'est gentil. Bon, Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Roulez surclassé avec le SUV 3008 à partir de 239 € par mois et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. C'est pas votre voiture, là, sur le parking? J'adore. J'adore. Dior. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Il est 23h30 et vous regardez Grand Angle. Soyez les bienvenus. Voici le programme de votre émission ce soir. Vous entendrez dans un instant le témoignage de François. Ce policier s'est retrouvé face aux terroristes qui venaient de tuer un jeune homme dans le quartier de l'Opéra, à Paris, samedi dernier. Il a accepté de raconter cette soirée à BFM TV. Le candidat de Koh-Lanta accusé d'agression sexuelle par une autre participante est sorti libre à l'issue de sa garde à vue. Son avocat était sur BFM TV ce soir. Il estime qu'aucun élément ne permet d'incriminer son client. Vous l'entendrez. Et puis samedi, le prince Harry va épouser l'actrice Meghan Markle. Ce sera à Windsor, édition spéciale dès 6h sur BFM TV. Avant ça, tout à l'heure à 23h45, retour sur l'itinéraire de l'enfant terrible de la famille royale anglaise. Il refoulait le décès de sa mère. Il ne voulait pas du tout en parler. C'est pour ça qu'il a pris un mauvais chemin.
Il était là samedi soir dernier à Paris, non loin de l'Opéra. François est policier. Il s'est trouvé avec 2 collègues confrontés directement aux terroristes. Il raconte cette soirée à BFM TV. Grand angle, le reportage. Mélanie Bontemps avec Mariella Bronn. François travaille dans la police depuis presque 10 ans. Il est l'un des 3 agents qui sont intervenus lors de l'attentat samedi soir. Ce policier de 41 ans a accepté de nous mener sur les lieux de l'attaque. Sans montrer son visage, il va nous raconter son face-à-face avec le terroriste. Ça se passe là, ici, on y est. Ça se passe juste là. Après, on réalise quoi. On réalise que ça aurait pu être plus grave. Une personne est morte, 4 autres blessés. En tout, l'intervention de François et de ses collègues aura duré moins de 10 minutes. Une soirée qu'il n'oubliera jamais. Ce samedi soir, François est en patrouille avec 2 collègues de police secours près de l'Opéra, un quartier fréquenté de la capitale. À 20h40, il reçoit un appel. Le message, c'était une victime, une agression au couteau, à l'arme blanche. Une victime, les pompiers sont sur place. On va sur une agression classique. On va pas sur un terroriste, hein, ça c'est sûr. François et ses collègues sont à proximité. Ils se dirigent vers la rue Monsigny, dans le 2e arrondissement de Paris. En moins de 4 minutes, l'équipe arrive sur place. On met pied à terre, hein. On aperçoit l'auteur qui est à hauteur du passage piéton qu'on peut voir là-bas. Donc, comment il est et quel est le climat dans la rue? Il a les cheveux mi-longs, le teint plutôt clair, une barbe de 3 cm on va dire. Les gens crient, hein, il est là, c'est lui. À quelques pas de là, le mouvement de panique est filmé par une riveraine. Un homme est à terre, immobile. Alors que les pompiers prodiguent les premiers secours aux victimes, François tente d'arrêter l'assaillant. Au départ, on ne voit pas le couteau, puisqu'il le dissimule sous sa veste. Il marche vers nous, donc d'un pas déterminé. Hein. Donc en criant je vais vous planter, tire. On lui donne les injonctions donc, de lâcher son arme et de plus bouger, ce qu'il ne fait pas. La distance du taser, c'est 3 mètres à peu près, donc on est obligé de le laisser s'approcher. Et donc quand il arrive sur moi à peu près à 4-5 mètres, là je déclenche le tir. Une première réponse avec une arme non létale, comme le veut la procédure. François vise le terroriste à 2 reprises, sans succès. Le taser n'a pas fonctionné. Un de mes collègues donc, comprend tout de suite que ça commence à être dangereux. Donc il sort son arme et il comprend que j'ai plus de cartouches. Et l'auteur, lui, pendant ce temps-là, était toujours en train de s'avancer vers lui. Hein. Tout ça, c'est vraiment, ça se passe en 10-20 secondes, même pas. Hein. Il touche mon collègue au niveau du torse. Donc, et mon collègue, là, il riposte et il tire. Rattrapé par le terroriste, le collègue de François le touche une première fois avec son arme à feu. Une seconde balle se perd dans la vitrine de ce restaurant. L'assaillant est blessé, mais toujours debout. L'individu qui n'est pas tombé a continué sa course sur mon collègue. Ils tombent tous les 2, il emporte mon collègue donc, au sol. Il arrive à se relever, il fait quelques pas en titubant. Et là, il tombe sur le dos. Et donc après, il convulse un petit peu et je comprends, là, il ne bougera plus. Téléphone à la main, un témoin s'approche lentement du lieu de l'intervention. Des renforts bouclent désormais la rue. On aperçoit l'assaillant au sol. La priorité est désormais de s'occuper des blessés. C'est seulement là que François réalise qu'il vient d'affronter un terroriste. On a compris aussi que le fait qu'il revienne vers nous, qu'on était des cibles pour lui, des cibles, j'ai envie de dire de choix, quoi. Et on comprend que c'était un acte suicidaire en fait. Qu'il voulait mourir en martyr, quoi. Un choc pour François, mais aussi pour son collègue qui a tué l'assaillant. Son angoisse, c'était est-ce qu'il a bien fait, c'est ça quoi, est-ce qu'il a bien fait. Donc moi j'ai été le rassurer, je lui ai dit t'avais pas le choix, il était obligé de tirer. Sinon c'était lui. C'est sûr qu'il y a un avant et après, hein, mais je retournerai sur le terrain, je reprendrai mon activité comme avant. François est pour l'instant en arrêt.
Ses collègues souhaitent que son équipe soit décorée de l'Ordre national du mérite. Les suites de l'affaire d'agression présumée dans l'émission Koh-Lanta, qui a conduit d'ailleurs à son annulation. On connaît désormais la version de Candide Renard, la plaignante. L'avocat de mise en cause, lui, était invité de BFM TV ce soir. Il affirme qu'aucun élément ne permet d'inculper son client. Émeric Barraud. Que s'est-il vraiment passé au soir du 4e jour de tournage de Koh-Lanta ? Selon nos informations, Candide Renard a raconté devant les enquêteurs que les candidats dormaient à même le sol dans des abris. Eddie, contre qui elle a porté plainte, se serait montré très entreprenant cette nuit-là. Elle explique que Eddie, il avait l'habitude de se rapprocher des filles la nuit pour, je cite, les réchauffer. Elle dit que la nuit où il s'en est pris à elle, elle se réveille, c'est au beau milieu de la nuit, elle se réveille et il est en train de l'embrasser sur la bouche. Par la suite, il la touche sous ses vêtements. Elle essaie de le repousser à plusieurs reprises, elle repousse sa main. Puis finalement, elle quitte l'abri. Elle va raconter ce qui lui est arrivé à d'autres candidates et à l'équipe de tournage. Une version contestée par Eddie hier lors de sa garde à vue. Eddie dit, moi j'ai dormi contre la paroi et il y avait Fabien qui était à côté de moi et après il y avait la plaignante. Est-ce que c'est Eddie qui est venu sur vous? Réponse non. Je me suis levé parce que j'avais quelque chose à faire dans la nuit et quand je suis revenu, je me suis mis contre Eddie. Et pourquoi n'avez-vous pas repris votre place? Pas de réponse. Et qu'a fait Eddie? Alors là, elle dit qu'il aurait tenté de l'embrasser. La version d'Eddie est très simple. Il lui a dit « Retourne à ta place. Je ne veux pas être filmé, puisque les caméras viennent à peu près toutes les heures, toutes les 2 heures. Je ne veux pas qu'il y ait une image où on me voit à côté d'une femme. » Après 4 heures d'audition, le candidat de Koh-Lanta est ressorti libre. Les autres témoins confirmeraient ses dires, selon son avocat. Vous êtes placé en garde à vue s'il existe des soupçons que vous ayez commis une infraction. À partir du moment où vous ressortez libre, après une seule audition de quelques heures, sans la moindre poursuite, sans la moindre convocation, c'est que les policiers estiment qu'il n'existe plus aucun soupçon à votre encontre. De son côté, la plaignante maintient, elle, sa version des faits. Son père, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, assure faire confiance à la justice. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. En attendant le résultat de l'enquête, le tournage de Koh-Lanta a été annulé par la société de production. Sage décision selon son présentateur. Dès que j'ai été prévenu de la situation, au petit matin du 5e jour, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. Il était en effet impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça évidemment sans prendre position sur les faits. La 19e saison de Koh-Lanta devait être diffusée en septembre. Selon la chaîne, l'émission phare de télé-réalité reviendra prochainement. Dans un instant, reportage consacré à cet homme-là, Harry. Il va épouser Meghan Markle, ce sera samedi matin, édition spéciale d'ailleurs, dès 6h sur BFM TV. Retour sur la vie de ce jeune prince qui a souvent défrayé la chronique dans notre reportage dans quelques secondes. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Mariage à Windsor. Samedi, journée spéciale dès 6h du matin sur BFM TV. L'union du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. Des centaines de milliers de Britanniques rassemblés. À 13h, en direct, la cérémonie religieuse. Les mariés en calèche dans les rues de Windsor. Avec nos spécialistes de l'Angleterre et de la famille royale et nos envoyés spéciaux mariage princier. Nous vous donnons rendez-vous samedi, journée spéciale dès 6h du matin sur BFM TV. Sur le web, retrouvez bfmtv.com.
nouvelle eau de parfum floral. Bonjour, recevez les interviews. Interruption spéciale. On est très bien accompagnés. Par exemple, on peut toujours compter sur notre entrepreneur d'assurance MMA. Il nous connaît bien et il est juste à côté. Envoyez la pub. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Je t'aime, mon amour. Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime. Mauboussin, capsule d'émotion. On est vite un peu perdu sans mobile. Orange vous prête un mobile en 24 heures en cas de casse, de perte ou de vol. Orange. Vous connaissez Jean-Jacques. Il roule en Honda depuis plus de 820 000 km. Il est probablement la personne la mieux placée pour parler de la fiabilité de nos véhicules. Ce que Jean-Jacques ne sait pas, c'est que Honda continue de vous offrir la garantie 1 million de kilomètres jusqu'au 30 juin. La gamme Civic s'agrandit. Et il y en a forcément une faite pour vous. Avec Fleury Michon, vous allez changer de point de vue sur la salade. Fraîche. Gourmande. Croquante. Votre salade jar par Fleury Michon prend de la hauteur au rayon frais. 6 nouvelles recettes vertigineuses. Fleury Michon, aidez les hommes à manger mieux chaque jour. And you? What would you do for love? Miss Dior, la nouvelle eau de parfum Dior. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Il était jusqu'ici l'enfant terrible de la famille royale d'Angleterre. Le prince Harry va épouser Meghan Markle samedi, ce sera à Windsor, 7 ans après le fastueux mariage de son frère, le prince William, avec Kate Middleton. Revenons maintenant sur l'itinéraire de celui qui a longtemps été surnommé Dirty Harry. Grand angle, reportage, Natacha Rios, Arnaud Fora et Alexandre Funel. C'est un sommet sous haute sécurité. Derrière ces barrières, des dizaines de chefs d'État du Commonwealth sont attendus. En tête de cortège, 2 invités de marque, le prince Harry et sa future épouse Meghan Markle. Camille et Pauline sont encore fébriles. Ces 2 jeunes Belges viennent tout juste d'apercevoir le prince britannique dans sa berline. Depuis qu'on est petite, on a toujours rêvé de par hasard de le croiser. C'est toujours été notre homme idéal, celui qu'on allait épouser, celui que nos mères rêvaient qu'on épouse.
À l'intérieur, le couple princier vient participer à un sommet sur le droit des femmes. À 33 ans, avec Meghan Markle à ses côtés, le prince Harry semble avoir trouvé la voie de la sagesse. Un vrai renouveau pour celui qui a longtemps été l'enfant terrible de la monarchie britannique, le bad boy de la famille royale. Sa venue au monde s'est faite sous les hurrahs, dans les bras de sa mère, 22 heures seulement après sa naissance. Le prince Harry a 2 ans de moins que son frère aîné William. C'est le petit dernier et très vite, il noue une relation fusionnelle avec Lady Diana. C'était un enfant très drôle, très charmant et très tactile. Il faisait semblant d'être malade pour manquer l'école et rester à la maison avec sa mère, regarder la télé. Il était très proche de sa mère. Elle s'inquiétait pour lui. Toute l'attention était sur William parce que c'était l'aîné, donc l'héritier. Et Harry était un peu laissé de côté, alors Diana lui a accordé plus d'attention. Le jeune prince doit tenir le rang, mais Lady Diana veut l'éduquer le plus simplement possible, loin du regard des caméras. Une enfance privilégiée, marquée par un premier coup dur. À seulement 8 ans, ses parents se séparent. Le palais de Buckingham a le regret de vous annoncer que le prince et la princesse de Galles se séparent. 5 ans plus tard, un terrible drame marque sa vie à jamais. En voyage à Paris, sa mère décède subitement dans un accident de voiture. William, 15 ans, et Harry, à peine 13 ans, deviennent orphelins. La première fois qu'ils ont réalisé, c'est en marchant derrière le cercueil de leur mère. Parce que les premiers jours, ils étaient à Balmoral en Écosse. Ils vivaient presque normalement. Et je pense que le regret qu'Harry aura toute sa vie, c'est d'avoir pris à la légère la dernière conversation avec Diana. Il était en train de jouer avec ses cousins et il ne s'intéressait pas à sa maman. Il voulait juste s'amuser. Sous le regard du monde entier, Harry doit faire son deuil. Le jeune adolescent s'enferme dans le silence, un mutisme qu'il regrette aujourd'hui. Pour le 20e anniversaire de la mort de Lady Di, il l'évoque face caméra avec son frère. Both of us have always been open to each other, saying, you know, we've never really talked about it. We've never really talked about losing a mum at such a young age. And when you speak to other people's families and little kids and stuff, you think, wow, you know, I don't want them to have to go through the same thing. À l'époque, presque comme si de rien n'était, Harry retourne sur les bancs de l'école. Il intègre même le prestigieux collège d'Eton, 1 an seulement après la mort de sa mère. Il refusait d'en parler. Dès qu'il voyait un reportage télé sur sa mère, il sortait de la pièce. Il avait beaucoup de colère en lui. Il refoulait le décès de sa mère. Il ne voulait pas du tout en parler. C'est pour ça qu'il a pris un mauvais chemin. L'école n'est pas faite pour lui. Dyslexique, il n'est pas au niveau. Ce qu'il préfère, le sport ou le théâtre, mais surtout faire la fête. Adolescent, Harry devient célèbre pour ses excès et fait les choux gras des tabloïds britanniques. Ici pour consommation de cannabis. Là, pour ses aventures en soirée. On voit même le prince nu, en charmante compagnie. Une image lui causera vraiment du tort, celle publiée en 2005 de lui, déguisé en nazi. Harry est allé à un bal costumé, il ne savait pas quoi porter. C'était juste un rebelle, il n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences de ses actions. Quelqu'un avait un téléphone, il a pris une photo et l'a vendue aux journaux. C'est vraiment ce qui lui a causé le plus de problèmes dans toute sa vie. Harry entre alors dans l'armée et suit une formation d'officier. 3 ans plus tard, il est envoyé sur le terrain. 3 mois passés en Afghanistan. Au sol, il coordonne les attaques aériennes contre les talibans. Had the chance once, I suppose I've got quite into it. And at the end of the day, if you join the army, you expect to go on operations. I don't want to sit around at Windsor because I just don't like England that much. And you know, it's nice to be away from all the press and the papers and the general shite.
Cible privilégiée pour les terroristes, le prince Harry est rapatrié contre son gré en Angleterre. Mais il persiste et passe son diplôme de pilote d'hélicoptère de combat. Il retourne au front en 2012, toujours en Afghanistan. Yeah, so lots of people have. You know, the squadron's been out here. Everyone's fired a certain amount. We fire when we have to. Take a life to save a life. But essentially, you know, we're more of a deterrent than anything else. Loin des siens, loin de la vie de château, Harry endosse le costume du soldat. Et pour la première fois, il goûte une certaine liberté. De retour de mission, il a comme un déclic. Il était assis à l'arrière d'un avion avec 3 soldats britanniques qui étaient gravement blessés, entre la vie et la mort. Il y avait aussi le cercueil d'un autre soldat, un Danois. Là, il a eu une révélation. Il a pris conscience qu'il avait un rôle important, qu'il pouvait avoir une influence positive. À 30 ans, il décide donc de lancer des Invictus Games. Une compétition annuelle pour les blessés de guerre, à l'image des Jeux paralympiques. Le prince Harry redore son blason et pour promouvoir ce tournoi, il fait appel à ses relations internationales. From Michelle. How very amusing. So you like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince Harry, remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. Avec son air espiègle et son allure décontractée, le prince Harry devient l'atout charme de la monarchie britannique. Désormais, il donne l'exemple. Aux côtés de la chanteuse Rihanna, il se fait dépister du virus du sida. Il fonde une organisation pour aider les orphelins du Lesotho. Milite contre les mines antipersonnelles en Angola, la même où sa mère s'engageait 20 ans plus tôt. Il aide les gens, c'est naturel. Il ne le fait pas pour plaire, il s'investit vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est très Diana. L'engagement humanitaire, un point commun avec Meghan Markle. Depuis l'été 2016, date de leur rencontre, le prince Harry, célibataire très convoité, est tombé sous le charme de l'actrice américaine. En lui passant la bague au doigt, il laisse entrevoir une nouvelle facette, celle d'un futur père de famille. Restez avec nous dans un instant, vous allez retrouver votre journal de la nuit. À la une, il y a le témoignage de ce policier, François, il a 41 ans. Samedi soir, il s'est retrouvé avec 2 de ses collègues face aux terroristes qui venaient de tuer un jeune homme avec son couteau. Vous l'entendrez donc dans quelques secondes. Je vous laisse avec Rachida Marki. Je vous donne rendez-vous demain, non pas pour Grand Angle, mais pour une édition spéciale foot consacrée à la finale de la Ligue Europa entre l'Atlético Madrid et Marseille. Marseille en route pour un titre et peut-être une journée historique pour le foot français demain. On se retrouvera à la mi-temps et à l'issue de la rencontre. À demain.